Cette vidéo pour vous parler d'inflammation et d'alimentation. Pourquoi ces deux sujets dans une même vidéo? Pour vous aider à le comprendre, permettez-moi de me présenter. Je suis Marie-Pierre Gerboux, conseillère en hygiène de vie et naturopathie, et je propose un accompagnement complémentaire de la spondie et de l'endométriose. Vous voyez le lien maintenant? L'inflammation est un point commun de ces deux pathologies. Alors vous me direz, certes, bien des maladies sont concernées par l'inflammation, et vous avez raison. L'arthrose, l'asthme, la fibromyalgie, le psoriasis, la dépression, le diabète, la sclérose en plaques sont autant de maladies qui aujourd'hui sont associées à une inflammation chronique. D'ailleurs, pendant longtemps, on a considéré que l'inflammation était la conséquence de la maladie. Mais aujourd'hui, eh bien, elle est plutôt considérée comme l'origine du problème dans bien des maladies. Bref, vous l'aurez compris, cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux endo-girls, aux spondy warriors, bien qu'elle leur soit particulièrement dédiée. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que dans le cas de l'endométriose comme de la spondie, réguler l'inflammation est un enjeu important pour diminuer la douleur et agir sur le mécanisme même de la maladie. Plusieurs facteurs sont généralement en cause dans l'inflammation chronique, mais parmi ces facteurs, notre alimentation moderne est reconnue comme l'une des causes majeures de l'inflammation. Cela veut dire que, en apportant des modifications à votre assiette, il est donc possible de moduler l'inflammation. Comment? Je vous propose dans cette vidéo 3 pistes à explorer. La première piste est celle du sucre. Alors, ne nous mentons pas. Boissons et aliments sucrés font partie intégrante de notre alimentation moderne. Par ailleurs, le sucre est intégré dans de nombreux aliments, y compris dans des aliments salés, que ce soit d'une conserve de haricots rouges ou du saucisson. Et puis, on peut parler aussi des aliments raffinés, farine blanche, riz blanc, qui provoquent une hausse rapide du taux de sucre dans le sang. Mais voilà, si un excès de sucre n'est jamais bon pour la santé, cela est encore plus vrai lorsque l'on souffre d'une maladie inflammatoire, car le sucre est en effet un vecteur d'inflammation. Il contribue au stress oxydatif et à la production de composés pro-inflammatoires. Par ailleurs, il promeut aussi l'acidité systémique, ce qui favorise l'inflammation. Ce qui veut dire qu'agir sur votre consommation de sucre, c'est agir sur votre inflammation. Donc en pratique, diminuer la consommation de sucre visible et caché. Ce qui veut dire limiter, voire évincer les bonbons, glaces, confitures, boissons sucrées, telles que les jus de fruits et les sodas, qui, il faut bien l'avouer, ne sont pas indispensables. Et puis, limiter et évincer les sucres cachés. On les retrouve dans la liste des ingrédients, sous des termes tels que glucose, sirop de glucose fructose, sirop de maïs, de dextrose, de saccharose. Il faut bien l'avouer, on en retrouve aussi même dans les aliments a priori salés, que ce soit du pain de mie, des légumes en conserve ou bien d'autres, tels que les sauces par exemple. Cela veut dire aussi qu'il faut limiter les consommations de produits transformés qui en contiennent. Et ce, même parfois lorsqu'ils sont bio. La deuxième piste à explorer, c'est celle des graisses trans. Je me permets juste un petit point de chimie pour bien comprendre ce que sont les graisses trans. Ce sont des acides gras insaturés dont la conformation spatiale est inversée par rapport aux acides gras normaux et qui ont donc une structure droite et rigide. Ce qui veut dire que l'organisme ne pourra pas en faire le même usage qu'un bon acide gras. Alors, la plupart du temps, on associe ces graisses trans, on les associe à l'obésité, au diabète, aux maladies cardiovasculaires. Mais il faut savoir que des études pointent leur effet délétère pour l'endométriose. Par ailleurs, ils augmentent l'inflammation. D'ailleurs, une étude révélait que les niveaux de CRP étaient 73 fois plus élevés chez les personnes avec une grande consommation de graisses trans. Je me permets juste une petite parenthèse. Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre le lien entre CRP et inflammation,
je vous invite à lire mon article Combattre l'inflammation sur mon site Naturobienfait à la rubrique Blog Naturo. Cela dit, je mettrai peut-être le lien sous la vidéo. Ces graisses trans, on les trouve où? Eh bien, on les trouve dans les huiles partiellement hydrogénées. On les retrouve dans les graisses laitières, dans les viandes de tous les ruminants. Elles se forment aussi à la cuisson. C'est pourquoi on en retrouve des quantités non négligeables dans les fritures, par exemple. Sachant cela, moduler l'inflammation suppose donc de limiter ou d'évincer la cause de l'inflammation, c'est-à-dire la graisse trans. Alors, cela suppose donc d'éviter tous les produits industriels qui en contiennent. Éviter aussi les graisses laitières, telles que le beurre ou la crème, qui peuvent être remplacées par des substituts. Par exemple, le beurre peut être remplacé pour les cuissons par de l'huile d'olive. Pour ce qui est de tartiner votre tranche de pain le matin, pourquoi ne pas essayer des purées d'oléagineux non toastés? Et puis la crème fraîche peut aussi être substituée avantageusement par une crème végétale. Par ailleurs, il sera bien aussi de réduire votre consommation de viande et de fromage au profit de sources de protéines végétales par exemple, telles que les légumineuses, les oléagineux ou encore les algues. Évitez aussi les cuissons à température élevée. Ne cuisez pas les huiles qui sont sensibles et favorisez plutôt une cuisson douce. Ce qui veut dire limiter les grillades et les fritures. La troisième piste à explorer, ce sont les produits transformés ou ultra transformés. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, on parle de pizza, de chips, de soupe en sachet, de céréales du petit déjeuner, de sauces, de crème glacée, de plats préparés. Bref, on parle d'aliments qui ont subi bien des transformations afin de les rendre plus attractifs ou plus rapides à préparer. Ces aliments sont pauvres en nutriments. En revanche, ils sont riches en additifs en tout genre qui visent à améliorer la durée de conservation, le goût, la texture, et puis encore bien d'autres choses, la conservation aussi, et dont on ignore encore beaucoup de leur effet potentiel sur l'inflammation. D'ailleurs, une étude réalisée en 2015 révélait que les souris qui consommaient des émulsifiants avaient des modifications de leur microbiote intestinal, ce qui les rendait plus sensibles à l'inflammation. Alors certes, vous me direz, ce ne sont que des souris, je vous l'accorde. Cela dit, cette étude invite quand même à une certaine prudence, d'autant que les chercheurs estiment qu'un phénomène similaire pourrait avoir lieu chez l'homme. Mais pour tout vous dire, ce n'est pas le seul défaut de ce genre d'alimentation. Voici 3 autres raisons pour lesquelles les évincer ou les limiter, autant que faire se peut. Eh bien, ils sont bien souvent très riches en sucre et ont un indice glycémique élevé. Ce sont donc 2 facteurs pro-inflammatoires dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Souvent aussi, ils sont enrichis en gluten. Or, le gluten, en favorisant l'hyperméabilité intestinale, établit un terrain propice à l'inflammation. Ils contiennent aussi une part non négligeable de mauvaises graisses, et je viens d'évoquer également l'effet néfaste sur l'inflammation. Vous l'aurez donc compris, en termes de lutte contre l'inflammation, il est judicieux de faire de l'aliment notre premier médicament. C'est vrai, cela oblige parfois une remise en cause de tout un mode alimentaire. Mais pensez qu'agir sur l'inflammation, c'est agir d'une manière considérable sur votre douleur et le vécu de votre maladie. Et puis, avec le temps, vous verrez, un cercle vertueux peut s'installer. Les bénéfices de vos changements, de vos sacrifices viendront nourrir votre motivation pour appliquer ces changements. Cela dit, les pistes que je vous ai proposées dans cette vidéo sont des pistes que nous explorons ensemble lors d'une consultation naturopathique. C'est d'ailleurs ce qui me permet de mettre en place une stratégie d'hygiène alimentaire. Mais la naturopathie va au-delà de ça. Elle prend en compte tous les aspects d'un individu. C'est pourquoi la stratégie naturopathique prend donc en compte la gestion des émotions, l'activité physique,
la possibilité d'une complémentation qui soit adaptée à votre état et à votre médication. Comme vous le voyez, la naturopathie n'a rien de mystique. Elle est basée sur le bon sens et la connaissance de la physiologie humaine. Vous souhaitez mieux vivre votre pathologie? Je vous propose de vous accompagner pour mettre en place une stratégie naturopathique exhaustive et personnalisée. Alors, contactez-moi. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Naturo Bienfait. Ainsi, vous recevrez un avis dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra.